Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler des différences entre ChatGPT et de Bard, les nouvelles interfaces conversationnelles. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 8 février 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin, que vous avez la forme, moi un peu la tête dans les fesses, hein, mais on va se réveiller ensemble, on va faire ça. Comment vous allez bien? Signaler aussi que le mug, il faut absolument que je termine 9h15, 9h20. J'ai des ouvriers normalement qui viennent à 9h30 pour sécher les murs ici, parce que certains d'entre vous le savez, on a une inondation, donc on passe à la phase de séchage des murs. Il est possible qu'on doive déménager justement tout le setup ici ailleurs, donc peut-être que les prochains mugs seront dans un autre décor, voilà. On verra. Il faut que je vois avec les ouvriers si on doit tout démonter ici, dans cette pièce, qui a été, au niveau des murs, la moins touchée. Au niveau du plancher, elle a été bien touchée. Mais t'as eu ça une semaine. Eh ben, écoute, oui, c'est des choses qui arrivent quand on habite dans des immeubles. Les inondations. Bard, c'est un hommage à Berthe, bien évidemment, bien évidemment. Un grand merci Flop Satorial pour ton 26e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Camille également pour ton 20e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous deux de démarrer le train de la hype. Va falloir enlever des articles ou aller vite. J'ai enlevé des articles. J'ai été prudent, mais après on verra. Ça dépend si vous m'engagez dans des conversations, ça dépend de vous en fait. Si on est en retard, c'est de votre faute. Sachez-le, pas de la nôtre. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on regarde tout de suite le sommaire ensemble. De quoi on va en parler? Non, 9h15, on va voir. Ça dépend s'ils m'appellent avant ou pas, en fait. Normalement, ils arrivent à 9h30. Mais les ouvriers, ça aime bien travailler tôt. Donc, ils me demandaient 9h, j'ai dit non, 9h30, j'ai un live à faire. On va commencer, effectivement, oula, on recommence. On va parler de ChatGPT et Bard, la riposte de... Quelles sont les différences, en fait, entre les deux? Vous le savez, Google a annoncé Bard, concurrent de ChatGPT. Microsoft, hier, a annoncé l'intégration de ChatGPT dans ses outils de recherche et autres outils. La guerre est bien lancée. On verra les différences, justement, fondamentales entre ChatGPT et Bard. Nous parlerons ensuite de Mac et surtout d'Apple Silicon, les fameuses puces M1, M2, etc. Et deux cadres d'Apple qui ont évoqué lors d'une interview, effectivement, l'évolution d'Apple Silicon, comment ça allait se passer. Et même, ils parlent de jeux vidéo. Voilà, qui est bien étrange. On continuera à parler d'Apple, mais cette fois de recharge inversée. Apple très en retard sur cette technologie. Pourquoi donc? Est-ce qu'ils ont jeté l'éponge? Est-ce qu'un jour on pourra recharger nos AirPods sur le dos de notre iPhone? À voir. À voir, on en parlera dans l'article. On parlera également de TikTok. Joe Biden fait durer le suspense sur l'interdiction de l'application chinoise aux États-Unis. On a plusieurs fois fait l'article. TikTok est quand même sous la menace d'une interdiction totale sur le territoire américain. Où en sont-ils et quelle pourrait être la réponse de TikTok? Comment ils essayent en tout cas de se prémunir de ce ban des États-Unis? Désolé, j'ai la voix un peu éraillée ce matin. On parlera également d'un petit problème sur les S23, un petit gros problème. Alors,
autant le smartphone a des très bonnes choses, disons-le tout de suite, hein, c'est pas un brûlot anti-Samsung, autant il y a quand même un problème sur la place qu'Android 13 prend sur le Galaxy S23. Le titre le dit déjà, Android 13 prend 4 fois plus de place que sur un Pixel de Google. Donc, qu'est-ce qui fait que l'OS soit aussi boursouflé sur les S23 et les problèmes que ça pose. Et nous terminerons avec une tartine sur quelque chose qui est arrivé très récemment. Il y avait une série qui passait sur Twitch, une série animée un peu grossièrement en 3D à l'ancienne, mais qui était entièrement générée par IA. En gros, c'était un épisode perpétuel façon Seinfeld qui vient d'être banni de Twitch après un sketch transphobe. Et oui, c'est toujours le problème des IA qui ont tendance à écouter tout ce qu'on dit et du coup à répéter un peu tout ce qu'on dit, un peu comme un enfant. On en parlera justement dans la tartine. C'est assez intéressant. Merci beaucoup Akutakun pour ton 27e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Creatix pour ton 6e mois d'abonnement. Merci Flop Satorial World pour ton 26e mois d'abonnement. Oh là là, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à vous. Merci Camille, mais ça j'ai déjà remercié. Le train de hype est en approche. Va-t-il démarrer? Suspense, et j'en profite pour enlever un poil de chat qui était coincé dans ma lunette. Voilà. C'est pas nous, c'est elle. Ah, justement, débat intéressant, Oxymore. Voilà en tout cas pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et je vous propose tout de suite de lancer le Kawa. Pourquoi j'avais un poil de chat dans la lunette, Olek? Écoute, je sais pas si t'as un chat, mais un chat a tendance à se balader un petit peu partout sur toi. Ta gueule, ton visage, ta tête, tes épaules, voilà. Et ça se frotte. Voilà. Non, allergique, je les déteste. Bah oui, je peux comprendre. Merci, Chakelol, pour ton 21e mois d'abonnement. Allez, on va commencer et on terminera aussi par l'intelligence artificielle. Je sais, hein, l'intelligence artificielle, on vous bassine, mais il faut comprendre quelque chose, c'est que c'est une révolution profonde. C'est une révolution beaucoup plus profonde que les NFT, que la crypto, que des choses comme ça, qui en eux-mêmes étaient déjà quand même des choses importantes. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est à la fois flippant mais excitant pour nous, c'est que c'est une révolution sous testostérone. Sous amphétamine, plutôt, mauvais choix de truc. Une révolution sous amphétamine, elle se passe extrêmement vite. Rendez-vous compte. Alors, ça fait longtemps que les laboratoires travaillent là-dessus, que les ingénieurs informaticiens travaillent sur ces interfaces conversationnelles, mais elles sont sorties des labos et jetées au grand public depuis à peine, je dirais 2-3 mois pour ChatGPT. La riposte de Google, on a dit « Oh là là, Google tremble et tout ». Ils ont même pas mis 1 mois à réagir. On apprend aussi, là je fais un peu un résumé du front dans cette guerre de l'IA, on apprend que Apple même fait des réunions en interne sur l'IA, probablement parce qu'ils sont très en retard. C'est une révolution profonde de l'informatique, c'est une révolution profonde même au-delà de l'informatique. Ça va probablement être une révolution à tout un tas de niveaux. Les enjeux sont énormes, les dangers sont énormes, les possibilités sont énormes, et surtout ça se passe extrêmement vite. Donc oui, il est fort probable que dans les mugs des mois à venir, il y ait beaucoup d'intelligence artificielle. C'est clair. Quelles sont les différences entre ChatGPT et Bard? C'est intéressant effectivement à étudier. ChatGPT ne sait pas
ce qui se passe dans l'actualité, car les dernières données textuelles avec lesquelles ont été nourris, ont été entraînés ChatGPT datent de 2021. Alors il y a une mise à jour récemment, il semblerait quand même qu'il y ait une réactualisation sur certaines données, c'est-à-dire que si vous travaillez avec ChatGPT, il est possible qu'il vous donne des réponses correctes sur des choses se passant entre 2021 et 2023. Il existe également des plugins pour le relier un peu plus au web, mais vous verrez que c'est un peu le problème aussi. En tout cas, OpenAI l'a affirmé au lancement de ChatGPT, c'est que ChatGPT avait été nourri avec une base de données qui était un carottage du web de 2021. Vous savez ce que c'est qu'un carottage? Quand on va dans par exemple, une grande plaque de glace, et qu'on en retire un long tube pour les différentes strates. C'est un petit peu comme ça qu'on entraîne une intelligence artificielle sur une base de données fixe. La différence, effectivement, c'est que on va voir ce qui se passe quand ChatGPT sera intégré à Bing, parce que là, pour le coup, ChatGPT sera connecté au web. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Microsoft. Bard, par contre, lui, a priori, si on lit, Google explique que Bard pourra répondre à une question de type « Explique-nous les dernières découvertes du télescope James Webb à un enfant de 9 ans ». Puisqu'il aura les dernières découvertes, effectivement. Donc, il sera beaucoup plus plugué au web en temps réel, ce qui est compliqué aussi. On le verra notamment avec les problèmes de modération de cette intelligence artificielle. Parce que le web, c'est un organisme vivant qui est contrôlé d'une certaine façon, mais qui est complètement incontrôlable d'une autre. D'où danger. On y reviendra dans le dernier article, mais une analogie assez simple, même si elle est simpliste. Si vous confrontez un enfant selon l'environnement dans lequel un enfant est placé, son acquis, je ne parle pas de l'inné, mais son acquis va se nourrir de cet environnement et reproduire cet environnement, en fait. Et j'ose effectivement comparer ces IA à un apprentissage humain du langage comme un enfant. Parce que là où un enfant va répéter des choses qu'il entend, ces interfaces conversationnelles vont, par manière statistique, répéter ce qu'elles entendent le plus. Et c'est ça le problème, en fait. Également, Bard pourrait être moins coûteux. Sundar Pichai avance que le modèle informatique sur lequel s'appuie Bard est allégé, ce qui signifie que le chatbot nécessitera moins de puissance de calcul. Toutefois, il est compliqué de les comparer sur ce point, puisqu'aucun des deux systèmes ne révèle la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner le modèle. Donc, aucun des deux ne nous dit vraiment le coût énergétique et financier de leur chatbot. On se doute que c'est assez énorme, autant au niveau financier que ça leur coûte très cher. Mais si ça leur coûte très cher, ça veut dire que, bon, ça bouffe de la bande passante, mais je pense que c'est, contrairement à de la vidéo diffusée sur Internet, c'est pas la bande passante le pire, c'est effectivement la puissance de calcul, l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les chatbots. Aujourd'hui, dans une période de, on va dire, de fin de la, c'était quoi, fin de la fête, fin de l'abondance, pour reprendre, pour paraphraser quelqu'un, fin de l'abondance énergétique, c'est pas une très bonne presse de dire, ouais, bah, pour activer là, le truc de chatbot, là, il faut 3 centrales nucléaires, quoi, qui tournent à plein temps. Donc pour l'instant, et en plus s'ils sont silencieux là-dessus, c'est bien sûr le secret industriel. On est en pleine guerre économique autour de ces interfaces conversationnelles. Ils vont pas dévoiler à l'autre combien ça bouffe. Si tu dis à ton concurrent combien tu crames d'argent pour faire fonctionner le truc, tu donnes un avantage concurrentiel. C'est de l'espionnage industriel en fait. Donc, cette puissance de calcul, elle tournera pas chez vous, hein. Et ils seront pas sous un bouclier énergétique, hein. Les data centers n'ont pas le bouclier énergétique.
Bref, Sam Altman, PDG d'OpenAI, avait indiqué que chaque discussion, là où on a des indices, c'est que le patron, effectivement, le PDG d'OpenAI, AI, avait indiqué que chaque discussion entamée par ChatGPT coûtait quelques centimes à son entreprise. Vous dites quelques centimes, c'est rien. Ils ont, je sais plus combien ils ont d'utilisateurs par jour, mais tu multiplies les centimes et t'imagines le fric qu'ils doivent dépenser tous les jours pour faire tourner ça. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'ils ont déjà sorti des business models rapidement. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour stopper l'hémorragie. Je pense pas que ChatGPT gagnera de l'argent très vite. Par contre, il faut très vite qu'ils arrêtent l'hémorragie parce que ça coûte trop cher. Y a-t-il des serveurs en Europe ou tout On n'a pas le détail de ça, justement, sur leur stratégie de déploiement au niveau des serveurs, parce que c'est hautement stratégique. Voilà. Bard s'appelle ainsi, puisque Bard en français, car c'est un bon raconteur d'histoire, rapporte le New York Times. C'est pour ça qu'ils ont choisi le nom Bard. Et pas Bart Simpson, comme je viens de le voir. C'est Bard comme assurance tout risque. Hein. Qu'est-ce que c'était que les bards? C'est des raconteurs d'histoire. Comme ChatGPT, l'IA de Google serait effectivement surtout doué pour agencer les mots de la bonne manière. Mais dire la vérité, point d'interrogation, rien n'est moins sûr. Google veut faire en sorte que Bard soit fiable, et c'est pour ça qu'il n'est pas encore disponible au grand public, mais le principe de Lambda, donc le modèle d'apprentissage sur lequel Bard va s'appuyer, reste le même que GPT-3, celui de ChatGPT. Il s'agit d'un modèle statistique capable de produire un texte ressemblant à ce qu'un humain peut écrire. Mais ils ne sont pas programmés pour distinguer la fiction des faits. C'est pour ça que certains chercheurs alertent depuis plusieurs mois sur le fait que ce ne sont pas des bons moteurs de recherche, qu'ils manquent de fiabilité. En gros, pour que vous compreniez une bonne fois pour toutes comment ça marche, ces trucs. Parce que la première fois qu'on l'utilise, ça fait comme Shazam. Il y a un côté magique. Waouh! Waouh! Mais attends, il y a quelqu'un derrière qui est en train de saisir le texte, c'est pas possible. On ne comprend pas quand on n'est pas ingénieur informatique qui travaille dans l'IA, on ne comprend pas comment un ordinateur... Donc on se dit, tous ces textes ont été préécrits, il va les chercher dans une... Parce qu'on a une vision un petit peu primitive du fonctionnement de nos machines. En fait, pour comprendre, et je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je comprends de la manière la plus simple possible comment tout ça fonctionne. C'est des statistiques. C'est ça, c'est des statistiques à très haute dose, à très haute vitesse, ce qui demande énormément de calcul. C'est pour ça que les serveurs, il faut de la puissance derrière. C'est qu'en fait, quand vous demandez quelque chose à ces interfaces conversationnelles, en tout cas dans le cas de ChatGPT, parce que c'est là où il va y avoir une nuance avec Bard, ChatGPT va aligner des mots contextualisés par rapport à ce que vous avez demandé, et statistiquement, il va les assembler ensemble. En se disant, la probabilité que ce mot soit derrière ce mot est de tant de pourcents, dans le contexte de la demande, avec bien évidemment d'autres paramètres, mais il va, en ayant lu tout ce que les humains ont écrit dans une base de données web sur ce sujet, donc en contextualisant, il va déterminer la probabilité que tel mot suive tel mot. Donc, quelque part, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, ça ressemble effectivement à de l'apprentissage humain d'un enfant en bas âge qui va écouter comment on dit les choses autour de lui et va les répéter pour voir si ça marche. La seule différence, et ça c'est un débat qu'on a avec Guillaume là-dessus, donc c'est assez proche, mine de rien, d'un apprentissage humain, d'un cerveau humain. Si on estime par exemple que chaque nœud statistique est comme un nœud dans le cerveau, je schématise beaucoup, il y aurait énormément à développer. La différence, pour moi en tout cas fondamentale, entre une interface conversationnelle et un enfant, c'est qu'au bout d'un moment, un enfant comprend ce qu'il est en train de dire.
il pense qu'il pense. Hein, je vous invite à relire Pascal et tout le tralala. Penser qu'on pense, c'est pas la même chose que juste penser, en fait. Là où une interface conversationnelle ne comprend pas et ne cherche pas à comprendre ce qu'elle est en train de dire. Elle va probablement chercher, et c'est peut-être là la différence avec Bard, parce que Bard, en plus d'avoir des statistiques autour des mots, va avoir des statistiques de probabilité autour des phrases, et va probablement tester la fiabilité de ses réponses par rapport à des réactions en entamant une conversation. Je suppute qu'on aura un dialogue, parfois peut-être même troublant, avec les prochaines interfaces conversationnelles qui vont nous demander de valider ou pas leurs réponses, de savoir si elles ont bon ou pas. Là, ça va se rapprocher aussi d'un enfant qui va essayer de voir si la phrase qu'il vient de prononcer, c'était ça qu'il fallait dire, en fait. Donc, voilà, c'est un petit peu... en tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends. Est-ce que tu penses que la sensibilité humaine sera prise en compte avec ces systèmes ? C'est ça. Pour moi, la différence, quelque part, la différence, on pourrait la résumer entre le fait que un être humain formule ses phrases par rapport à des règles statistiques aussi, par rapport à ce qu'il a entendu, même si c'est pas des calculs de maths dans notre cerveau. Par contre, on choisit ce qu'on dit, quand même, dans une certaine mesure. Quand on lit certains commentaires sur YouTube, on se dit tout le monde ne choisit pas ce qu'il dit. Mais, globalement, on choisit ce qu'on dit. Il y a une décision, en fait, humaine. Un bot, une intelligence artificielle, ne comprend pas ce qu'elle est en train de dire, en fait. Pas toujours certain que tout le monde cherche à comprendre ce qu'il pense et analyser la... Non, mais c'est clair. C'est clair. L'humain est complètement faillible et même probablement dans la plupart de nos réponses. Vous savez, on a tous plus ou moins connu dans notre vie où on a soutenu des choses en se trompant complètement. Ça me fait rire quand les gens disent « Ouais, ChatGPT se trompe ». Ça le rend vachement humain, hein. Quelque part. On se trompe énormément, nous. Ce modèle est limité dans son autonomie, il ne pourra jamais dépasser un modèle statistique sans jeu de données. Ouais, après, il faut quand même se poser la question de... Où sont les limites ? Chaque fois, on essaie de se rassurer en disant « Oh, il n'arrivera pas à faire exactement comme nous ». Petit à petit, ces trucs-là font quand même pas mal de choses qui nous ressemblent. Alors, je pense, moi, encore, fondamentalement, qu'il y a une différence. Guillaume chancelle. Guillaume commence à penser que nous sommes des interfaces conversationnelles. Et ses arguments ne sont pas mauvais, hein. Donc, en fait, ces bots sont surtout d'excellents baratineurs. Mais nous aussi. Nous aussi. La limite des IA sera probablement liée à la consommation d'énergie. C'est un peu ce dont on parlait. Allez, effectivement, j'ai passé beaucoup de temps, mais je trouve que c'est passionnant. C'est flippant, mais c'est passionnant. Il y a plein de sujets à débattre et ça nous remet en cause sur, finalement, qui on est. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Et ça, c'est toujours intéressant dans l'histoire. Toujours intéressant. On va passer à de la tech plus hardcore. J'ai oublié de préciser que l'article précédent était un article de l'ADN. Cet article est un article de Mac Forever. Des mises à jour annuelles et des jeux AAA pour les Mac Apple Silicon. Bob Borchers, vice-président du marketing produit Apple, et Tim Milley, chapeautant la division architecture des plateformes à Apple, se sont laissés aller au jeu de l'interview en répondant aux questions de Mathieu Pazzarino de TechCrunch. On apprend qu'Apple estime avoir tout donné dans la seconde génération de puces
Apple Silicon, donc les M2. Bien entendu, il s'agit d'un discours marketing bien rodé, vu la consommation très bien maîtrisée des puces. Il aurait peut-être été possible d'en tirer davantage de performance au sein des machines de bureau bien ventilées comme le Mac Studio. Mais ce que disent ces deux personnes d'Apple est intéressant. La famille M2 visait à maintenir la position de leader en repoussant encore une fois les limites de la technologie. Nous ne reposons pas sur nos lauriers. Nous ne visons pas une augmentation de 20% et nous ne cherchons pas à l'étaler sur 3 ans. Nous ne cherchons pas à offrir des gains incrémentaux par petite impulsion. Là, il tape direct sur la stratégie d'Intel. Intel, on le sait, et on s'arrachait les cheveux là-dessus, Intel avait des capacités de faire des puces et des processeurs beaucoup plus puissants chaque année, mais a pris une décision de faire du freinage technologique, comme le font beaucoup de marques, et Apple le fait aussi, hein. Peut-être pas sur leur puce Apple Silicon, je veux bien, mais c'est de la rétention technologique. Ne pas donner trop de nouveautés d'année en année pour qu'on continue à acheter d'année en année. Si on donne tout chaque année, tu risques de perdre des clients potentiels l'année d'après. Donc, c'est, en tout cas, au niveau des puces Apple Silicon, Apple dit on ne retient pas. Si on peut faire quelque chose, on le fait. J'ai tendance à les croire pour une simple et bonne raison que les processeurs, les chips, comme on les appelle, c'est une course de vitesse aussi. Et Apple est passé de challenger, veut devenir leader. Donc, ils n'ont aucun intérêt à faire de la rétention technologique. Intel était dans une position tellement dominante qu'il avait fallu qu'il se fasse menacer par AMD, menacé par les Apple Silicon, perdre le marché des produits Apple, pour que Intel commence à se dire, bon, on va peut-être arrêter de mettre des petites modifications chaque année, on va peut-être repasser dans les laboratoires et chercher à faire des vrais bons processeurs. Donc, ça se tient. Ça se tient. Ils ont également parlé de jeux vidéo. Et effectivement, ils disent que les progrès sur la puissance GPU des Apple Silicon, qui est disponible sur l'ensemble de la gamme, et même les MacBook Air ont maintenant des GPU qui pourraient tenir la route. Ça présente une opportunité intéressante pour les créateurs de jeux. D'après les dires de Bob Borcher, les éditeurs de jeux AAA commencent à lorgner du côté du Mac. Toutefois, là on va prendre des pincettes, on a fait presque 2 vidéos sur le sujet, comment jouer sur un Mac. Même si effectivement Metal, qui est la technologie Metal FX, qui est une technologie de super échantillonnage de l'image avec des technologies DLSS de Nvidia, de Fidelity, j'ai du mal aujourd'hui, FX, super révolution chez AMD, qui permet d'offrir des meilleures performances en jeu. Et ben en fait, les titres, les fameux AAA, tardent vraiment à arriver sur Mac. On les voit pas arriver, hein. Les nouveaux titres sont pas annoncés sur Mac. Resident Evil Village est effectivement disponible sur Mac depuis octobre dernier, mais après la guerre, hein, il était sorti en 2021 sur les autres plateformes, mais No Man's Sky est pas sorti, Grid Legend non plus, sans parler de tout un tas de jeux. Le jeu dont tout le monde parle en ce moment, Hogwarts, légendes, merde. Le truc sur Harry Potter, là, il n'est pas sorti sur Mac. Hogwarts Legacy, ouais, c'est bon, je l'avais presque, c'est bon. Je suis pas Harry Potter du tout, les gars, hein. Je le suis parce que Marion est fan d'Harry Potter, donc j'ai visité les studios Harry Potter et je trouve ça cool, hein. J'ai rien, et j'ai vu les films, j'ai trouvé ça cool. Mais je suis vraiment pas bon dans le lore, quoi. Quand je vois l'excitation d'une génération, waouh, on peut reproduire un sort avec son smartphone ou je sais pas quoi. Je fais ok.
Moi, je suis un vieux con, moi. Je suis génération Star Wars. Je dirais pas que je suis la génération Seigneur des Anneaux, parce que ça me rendrait vraiment vieux, quand on sait quand les livres sont sortis. Mais moi, ma culture, c'est plus les comics, c'est plus Star Wars, c'est plus Donjons et Dragons. Moi, j'étais un peu vieux pour Harry Potter. Poudlard. En plus, ils ont changé les noms en français. Comment veux-tu t'y retrouver, quoi? Jérôme qui aime juste pas rêver. Non, c'est pas ça. Mes rêves, le support de mes rêves sont d'une autre génération, on va le dire. Harry Potter, c'est les millennials. Regardez les Gen Z. Ils comprennent rien, Harry Potter. Bah, moi, je suis un Gen X. Je suis pas vraiment dans l'univers Harry Potter non plus. C'est vraiment un truc de millennials, les Harry Potter. Pas de patrouille. Ça y est, tout le monde est en train de sortir ses dessins animés. Aïe, 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 aïe. Oui, je lisais pas les premiers comics non plus, Reza. Génération Club Dorothée, ouais, un petit peu ça, ouais. Bon, bref, revenons là quand même à nos moutons. On veut bien que maintenant il y ait des GPU sur Mac, mais ils sont où les jeux AAA? Ils arrivent vraiment au compte-gouttes, il y en a très peu. Alors, moi j'avais un peu fait le pronostic que comme Apple a conquis des parts de marché en vendant des Apple Silicon, les éditeurs de jeux vont s'intéresser de plus en plus aux potentiels joueurs Mac. On verra. Je pense que sera scruté avec attention la sortie de certains jeux AAA sur Mac, voir si c'est des succès. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Un gamer va jamais acheter un Mac. Donc, quelqu'un qui fait du jeu vidéo va jamais acheter un Mac. Je pense que le chiffre que Apple devrait regarder, c'est qui utilise des VM sur leur Mac, type Shadow ou GeForce Now, pour faire tourner des jeux PC. Et là, ils se diront, ouais, il y a quand même des gens qui ont acheté des Mac qui veulent jouer sur leur Mac. C'est ce chiffre-là qu'il faudrait regarder. Oh, Pépipin est dans le chat. Bonjour à toi, Pépipin, c'est rare de te voir. Et salut, Flonflon. Que du beau monde. Salut, Captain Hum aussi, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Bonjour à vous, mais Pépipin, t'as pas démarré ton live ce matin? Que se passe-t-il? Tout se perd. Donc, on verra les jeux vidéo sur... Moi, j'aimerais bien, m'éviterais de... j'aimerais bien. C'est des bonnes machines. Pourquoi pas avoir plus de jeux, effectivement, sur les Mac. Mais qui on va raider, du coup, si tout le monde est là, effectivement? J'arrive enfin à me poser. Je viens de déménager. Mais oui, je sais que t'as déménagé, Pépipin. Tu récupères la fibre ce vendredi. D'accord, donc tu peux pas streamer. Eh ben écoute, bienvenue parmi nous, mais profite aussi du repos bien mérité, parce que toi, tu commences vraiment tôt. Hein. J'admire. Parce que déjà, je m'admire de commencer tôt, mais alors toi, tu commences tôt de chez tôt, hein, quand même. On continue, et cette fois on va parler des galères d'Apple. C'est toujours bien quand Apple galère, ça fait plaisir à tout le monde. On adore voir les premiers de la classe se casser la gueule. Enfin, Apple n'est pas premier de la classe. Oh là là, je vais me prendre un tombeau là. Disons que Apple, c'est la marque dont on parle le plus parce qu'on adore la détester, on adore l'aimer. Enfin, c'est exactement comme quelqu'un d'énervant à l'école. Que à la fois tout le monde admire, mais en même temps on va toujours lui chercher des défauts. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi? En plus il est riche, déjà qu'il est beau, déjà qu'il est intelligent, et en plus il est riche. Mais c'est dégueulasse. Je m'admire. Jérôme, février 2023. Bah oui, je m'admire. Ah, il faut bien de temps en temps, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Le trop bon élève, quoi.
Donc, Apple galère, ça c'est cool. Mais votre iPhone pourrait bientôt recharger vos AirPods. On sait que Apple est hyper en retard sur plein de trucs quand on compare au monde Android. On le sait, hein, on a des tonnes de commentaires pour nous le rappeler chaque fois qu'on parle d'Apple. Mais Android faisait déjà ça avant les mammouths et Apple ne le fait toujours pas. Oui, Apple est vachement en retard sur plein de technologies. Et ils ont manifestement des problèmes avec les recharges sans fil. La recharge sans fil... Ils l'ont implémenté, mais ils ont rapidement mis des aimants parce qu'ils trouvaient que la recharge sans fil consommait trop. En tout cas, qu'il y avait trop de déperdition. C'était plutôt un bon move. Et là, on apprend, en tout cas dans cet article de 01net, que Apple aurait peut-être des raisons pour lesquelles ils n'implémentent pas tout de suite la recharge rapide. D'abord, ce qu'il faut savoir... Je ne vais pas lire l'article comme ça, je vais aller plus vite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Apple a le hardware pour la recharge inversée. C'est-à-dire que techniquement, on pourrait presque recharger ses AirPods sur son iPhone. La preuve en est, c'est que si vous avez acheté les petits sacs à dos là qu'on peut mettre derrière les iPhones pour les recharger, les batteries, on avait fait une vidéo dessus, vous pouvez la recharger si vous avez branché votre iPhone. Donc la recharge passe bien dans le sens iPhone batterie. Donc c'est faisable. Donc c'est déjà dans les iPhones. Mais en fait, les ingénieurs d'Apple ont deux problèmes. D'abord, qui dit mécanisme de recharge sans fil, dit chauffe et dit déperdition. Et les ingénieurs d'Apple n'aiment pas trop l'idée qu'un smartphone chauffe parce qu'il agit comme une plaque de recharge. C'est un truc, ça leur plaît pas. Et nous non plus, en fait. Ce qui serait intéressant même d'étudier, combien de personnes qui ont la recharge inversée sur leur Android l'utilisent vraiment? Je ne vais pas faire un sondage, mais si vous utilisez vraiment tous les jours la recharge inversée sur votre Android, dites-le nous dans les commentaires, là, pendant que je parle. Le deuxième problème qu'a Apple, c'est la déperdition. C'est pour ça qu'ils ont mis des aimants. C'est pour ça qu'il y a MagSafe. Et d'ailleurs, ils ont plutôt bien fait parce qu'on dit qu'ils sont en retard. Mais en attendant, la deuxième génération de recharge sans fil QI2 va se baser sur MagSafe et les principes de MagSafe pour se développer. On n'a pas le temps là de faire un sondage. Je suis un peu en retard. Au début, oui, mais maintenant plus du tout. Vous voyez, il y en a beaucoup qui nous disent qu'ils n'utilisent pas en fait. La recharge inversée. Donc, on peut dire qu'Apple est en retard. Là, je vais prendre la défense du premier de la classe. Attendez, je dois juste faire un truc. C'est juste moi qui avais oublié de laisser un... En fait, il y a un iPad qui pilote les lumières derrière moi. Et hier, j'avais oublié de le laisser en charge, donc là, il allait s'éteindre. J'allais perdre les lumières. Enfin, non, j'allais perdre le contrôle sur les lumières. Ça dépanne en rando. Oui, je pense que cette recharge inversée peut dépanner. Mais, franchement, moi, une situation où j'ai besoin d'être dépanné au niveau de la batterie, c'est peut-être une situation où j'ai déjà pas assez de batterie sur mon iPhone. Donc, est-ce que je vais avoir envie de claquer mes derniers pourcentages de batterie de mon iPhone pour recharger mes AirPods ou mon Apple Watch? Je sais pas. Par contre, ce qui m'intéresserait, là je parle pour moi, c'est d'éviter de devoir amener un chargeur en voyage, enfin un bloc de charge en voyage. Et imaginez, je branche mon iPhone et dessus, je peux charger mes AirPods ou mon Apple Watch. Donc mon iPhone devient... Mais là, ça se pose le problème de la chauffe. Est-ce que j'ai envie que mon iPhone, qui m'a coûté un bras, un rein et la peau du cul, est-ce que j'ai envie qu'il chauffe en permanence pendant qu'il recharge? Rien n'est moins sûr. Donc, c'est ça. En fait, cette recharge inversée paraît une bonne idée, mais c'est à étudier de très près. Et là, je survole.
vous êtes quand même beaucoup à ne pas l'utiliser sur votre Android. Tout le monde s'est excité quand la fonction était disponible, la recharge inversée. Il y avait même, on pouvait charger le smartphone d'un pote avec son smartphone. Mais qu'il aille crever, le pote qui a plus de batterie. T'avais qu'à être plus prévoyant. Je vais pas sacrifier mes précieux pourcentages pour que tu puisses appeler ton Uber. Ça va pas, non? Démerde-toi. Non mais oh, tu te crois où, là? C'est pas l'abbé Pierre de la batterie, non plus. C'est beau, la tech. C'est beau, l'humanité. Non mais, on n'a pas élevé les batteries ensemble, non plus. Ça peut être super utile en voyage quand t'as oublié ton chargeur pour la montre. Oui. C'est pour ça que moi, j'aimerais quand même qu'Apple implémente un truc, mais de dépannage. Je m'en fous que ça soit lent à la limite. Je préfère que ça soit lent et que ça chauffe pas trop mon iPhone. Et que ça me dépanne. Non mais m'approchez pas en me demandant de vous filer un petit peu de ma batterie. Hein, je vous envoie paître, moi. N'empêche, c'est quand même une mauvaise excuse que Apple ressort tout le temps. Je mets pas ça parce que les gens s'en servent pas. Non, c'est un peu plus nuancé que ça, Wendigo. Apple va souvent dire je n'implémente, et parfois c'est très hypocrite, hein, je le reconnais, mais souvent Apple va dire on n'implémente pas telle technologie parce que les gens, la technologie n'est pas assez développée pour que les gens l'utilisent d'une manière vraiment utile pour eux. Ils n'ont pas implémenté la recharge sans fil. Alors si, ils l'ont mis avant d'inventer le MagSafe, mais ils l'ont rapidement optimisé pour éviter les déperditions d'énergie. En fait, Apple ne va jamais implémenter une technologie juste parce qu'elle existe. Et Apple en a rien à foutre d'être en retard, en fait. Fondamentalement, il n'y a que les technophiles que ça outrage que Apple soit en retard sur des technologies. Et Apple, mais s'en bat les steaks. Hein, il s'en bat les steaks tellement fort que tu le mets dans l'eau, il fait le hors-bord. Il s'en bat les steaks de ce que vous pensez de leur retard. Vraiment. ChatGPT est plus empathique que Jérôme. Bah oui, parce que moi, tu me poses une question complexe, je te réponds pas. Hein. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas con, ça. Dans la ligne 13, tu pourrais recharger ton téléphone gratis. Vu comme on est serré, tu choperais la recharge chi de tous ceux dont t'es collé. Ça serait génial. Trop bon, le pain grillé avec les braises. Alors là, les gars, je ne vous suis pas du tout. Je sais pas de quoi tu parles, Technisavoir. Il fait quoi avec le steak? Non, c'est une expression que j'ai inventée. Je m'en bats les steaks tellement fort que tu me mets dans l'eau, je fais le hors-bord. Voilà. Petite image du matin. Mais normalement, le mot steak est remplacé par autre chose. Voilà. Mon Dieu. Mais où est-il parti? C'est beau, c'est magnifique, c'est très imagé. C'est pas vulgaire du tout. Nous sommes pas du tout dans un corps de garde. Bon, en parlant de corps de garde, hein, et 8h43, on va avancer dans les articles. On va parler de TokTok. On va parler de TikTok. Joe Biden qui fait durer le suspense sur l'interdiction de l'application chinoise aux États-Unis. Un article des Numériques. Effectivement, après plusieurs années de rebondissement, TikTok devrait être fixé sur son sort aux États-Unis dans les prochaines semaines. TikTok est sur un siège éjectable outre-Atlantique depuis la croisade lancée par Donald Trump en l'été 2020. L'app du chinois ByteDance fait face à un front nourri visant à bannir du territoire, j'ai du mal ce matin, à le bannir du territoire américain. Et si TikTok espérait davantage de bienveillance de la Maison Blanche après l'élection de Joe Biden, c'est raté. L'administration démocrate se montre tout aussi inflexible que celle de l'ex-président républicain.
Lundi 6 février 2023, le dirigeant a botté en touche. Donc, Joe Biden a botté en touche en disant qu'il n'était pas sûr de TikTok, qui compte plus de 100 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Il n'était pas sûr de l'interdire, en fait. Je sais juste que je ne l'ai pas sur mon téléphone, a-t-il ironisé. Donc, on sait que Joe Biden n'est pas sur TikTok. Voilà. Il n'est pas certain que ces propos fassent beaucoup rire les dirigeants de TikTok. Pour convaincre le comité sur les investissements étrangers aux États-Unis, ByteDance pensait avoir fait le plus dur l'an dernier en confiant le stockage de ses données domestiques au groupe Oracle. Sous Donald Trump, effectivement, TikTok, sentant quand même cette petite odeur de poudre et de roussi, s'est dit « Oula !» Faudrait surtout pas qu'on se fasse interdire aux États-Unis. Nos données vont être hébergées par Oracle. C'est aux États-Unis, c'est pas les Chinois. Je schématise, mais ça a été un petit peu ça. Et ils ont cru que ça suffirait. Ben en fait, ça suffit pas. Dos au mur, TikTok mise sur un nouveau projet qui s'appellerait le projet Texas. Un nom bien américain. Projet Texas. Cette initiative vise à répondre aux inquiétudes des autorités sur l'éventuel transfert de données vers la Chine, qui pourrait être exploité par Pékin pour élargir son influence au pays de l'oncle Sam. La pierre angulaire est une filiale baptisée US Data Security, créée en juillet 2022 pour regrouper les activités les plus sensibles de TikTok et taire ainsi les inquiétudes liées à la sécurité nationale. Serait concerné l'accès aux données des États-Unis et la modération des contenus. Cette entité serait chapeautée par un conseil d'administration indépendant que TikTok désignera et que le CFUIS examinera. C'est le machin là, acronyme hyper long. C'est le comité des investissements étrangers aux États-Unis. Ok. Donc, la gouvernance de ce truc, le conseil d'administration rendrait compte au CFUIS et non à ByteDance ou à l'entité gérant les activités mondiales de TikTok. De plus, Oracle superviserait les données entrantes et sortantes de la branche USDS pour garantir que le flux de données ne présente aucun risque pour la sécurité nationale des États-Unis. La filiale US serait aussi chargée d'identifier les vulnérabilités et tout problème concernant les algorithmes de recommandation de contenu de TikTok, ainsi que de fournir les mises à jour au magasin applicatif. Autrement dit, ByteDance veut laisser à Oracle toute l'exécution opérationnelle de ses activités états-uniennes pour montrer patte blanche à l'administration Biden. Pour que le projet Texas se concrétise, TikTok est prêt à mettre 1,5 milliard de dollars sur la table, avec des frais de fonctionnement compris entre 700 millions et 1 milliard chaque année. Le prix à payer pour enfin avoir la paix, aux autorités nord-américaines d'en juger. Donc les États-Unis, résumé, les États-Unis ont mis TikTok sur le grill, à raison, je pense. Moi, mon opinion, c'est que c'est quand même à raison. Il y a des choses inquiétantes dans le fait que les données partent en Chine. Alors, plus maintenant, puisqu'il y a Oracle, en tout cas pour les États-Unis, comme on dit. Après, il y a un problème global. On le voit entre l'Europe et les États-Unis. Les échanges de données des habitants de chaque grand bloc, c'est des données commerciales, c'est des données stratégiques, c'est des données qui valent beaucoup d'argent. On a beaucoup de tâtonnements, effectivement, et il va falloir qu'on tire tout ça au clair. Et moi, la conclusion que j'ai à cet article, après je vais prendre 2-3 de vos commentaires, très bien tout ça, mais l'Europe, on fait quoi là, l'Europe, avec TikTok ? Est-ce qu'on leur met la pression aussi ? Parce que moi, j'aimerais bien qu'on leur mette la pression. Je suis pas en train de dire qu'il faut bloquer TikTok. Moi, je suis des rares personnes en ce moment qui disent que TikTok, c'est pas tout mauvais. Je sais que en ce moment, TikTok dopamine, et je reconnais que c'est une pompe à dopamine et qu'il y a des process qui sont dangereux dans TikTok. Néanmoins, et je trouve que c'est un volet qu'on omet trop souvent en faisant des brûlots contre des réseaux sociaux, et ça fait plusieurs mois que je vous le dis, les réseaux sociaux ont du bon, TikTok a du bon, et il y a des choses intéressantes que je n'ai pas envie de perdre.
Après, qu'on régule, qu'on interdise le scroll infini, qu'on ait plus de contrôle sur les algorithmes, je suis 100% pour. Mais la facilité intellectuelle qui consiste à dire quelque chose est dangereux, faut l'arrêter tout de suite, je dirais ça dépend. Jérôme est la gueule de branche sur laquelle il vient de s'asseoir. Oh, c'est une grande spécialité, ça, de la maison. Bref, ouais, j'ai envie que... Alors, qu'est-ce que vous dites, vous? C'est quand même drôle, le gouvernement chinois était le premier à réguler l'algo de leur population. Oui, il y a beaucoup d'hypocrisie aussi de la part de la Chine. C'est pour ça que dans ce côté... Enfin, tous ces trucs, on tombe facilement dans des... En fait, c'est ça qui m'énerve. On tombe vite dans des trucs très manichéens. Et des caricatures des États-Unis avec le Texas, machin, ouais, ces Américains, ils veulent rien de chinois, c'est des racistes et tout. De la caricature anti-Chine, ah, ces Chinois, ils sont tous vendus. Des caricatures de réseaux sociaux, ah, Facebook, ça nous espionne, faut l'arrêter tout de suite. TikTok, c'est une drogue. Voilà, on tombe quand même rapidement dans des trucs à l'emporte-pièce, sans subtilité. Je comprends aussi pourquoi, et nous aussi on le fait, donc je vais pas jeter la pierre. Parfois, il faut un angle un peu fort pour faire comprendre les dangers de quelque chose. Mais ça a du bon aussi de nuancer et de pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous savez que c'est une de mes expressions favorites. Quand on tombe dans le manichéisme, on se prive parfois de très bonnes choses. On coupe trop large autour des tumeurs. C'est une très mauvaise analogie, mais elle n'est pas si mauvaise que ça, en fait. Si on arrête tout de suite, ce qui est dangereux, on aurait passé nucléaire, c'est contrôlé, heureusement. Ouais, moi je suis 100% pour qu'on applique des lois, qu'on contrôle pour limiter la dangerosité de ces technologies, qui, comme toute technologie, représentent des dangers. Je ne suis pas pour l'ostracisation de quelque chose juste parce qu'il a des aspects dangereux. Alors, j'ai des nuances. La drogue, on va dire les drogues physiques, je vois pas ce que ça apporte de bon. Je vois pas, voilà, des choses tellement infimes par rapport au danger que ça représente. Mon discours serait beaucoup plus nuancé sur les drogues. Et c'est pour ça, de toujours comparer les réseaux sociaux à une drogue, ça peut être intéressant d'un certain point de vue pour parler des addictions, mais l'analogie a ses limites. Ah, non, quand je parle des drogues, je ne parle pas des drogues au sens anglophone du terme, les anesthésiants, etc. Non, je suis pas pour interdire ça. Faites pas les gens qui n'ont pas compris, juste pour pouvoir me tacler. Hein. Je sais que c'est le sport des réseaux sociaux, le taclage, mais ne faites pas ceux qui n'ont pas compris. Bien sûr, quand je parle de drogue, je parle pas des drogues médicales. Et oui, les drogues médicales sont extraites des mêmes plantes et tout ça. Je sais tout ça. Voilà. Toute techno apporte un danger. Ah oui, toute techno apporte un danger. Toute techno est un couteau à double tranchant. L'IRM, j'en sais rien. Après, je suis pas, mais il n'y a pas une dangerosité. Non, ça c'est les rayons X si t'es exposé trop longtemps. L'IRM, est-ce qu'elle peut pas être détournée de son usage pour des usages mauvais? En fait, là, tu m'interroges sur un truc que je connais pas du tout, les technologies autour de l'IRM. Mais d'une manière générale, toute science, toute technologie est un couteau à double tranchant, toujours. Et je sais que je fais souvent cette analogie, mais on va dire la première technologie, la domestication du feu. Oui, le feu existait avant. Commencez pas à me sauter sur le poil.
Mais la domestication du feu, qui, on peut le dire, est probablement, avec le taillage du bâton, les premières technos qu'on a inventées, bah, le feu, c'est à double tranchant. Ça peut tout cramer, mais ça te chauffe, quoi. Alors oui, croyez pas que je suis en train d'attaquer la vidéo de Léo Duff, je l'ai trouvée très bien faite, et comme d'habitude, Léo Duff écrit extrêmement bien, il a des punchlines qui sont superbes, et je lui reproche pas, j'aurais fait la même vidéo. Enfin, on aurait fait la même vidéo, en moins bien, mais on aurait pu faire la même vidéo, parce que c'est l'exercice qui veut ça. C'est plus l'ambiance générale anti-TikTok primaire qui m'énerve. C'est plutôt ça. Mais après, c'est clair que l'avis nuancé est beaucoup plus fade qu'un avis tranché. Donc, une vidéo avec un avis nuancé fera beaucoup moins de vues. Et c'est une vérité. Une vérité par vos vues. Dès qu'on est dans la nuance, on fait moins de vues que quand on a une opinion ou un titre tranché. Voilà, c'est comme ça. La vérité, la nuance, fait moins de vues. Non, les titres putaclic, c'est encore autre chose. Vous vous trompez complètement avec ce mot putaclic. Un titre putaclic, c'est un titre qui vous promet un contenu qu'il n'y a pas dans la vidéo. Vous utilisez mal, désolé de vous le dire, mais vous utilisez mal ce mot putaclic, juste parce qu'il sonne bien. C'est un titre travaillé, c'est un titre aguicheur, là aussi, il y a une connotation péjorative dans aguicheur. Clickbait, moi je préfère, ok c'est anglophone, mais oui c'est un titre qui vous hameçonne, qui vous interloque en fait, vous interpelle, un titre interpellant. Si on ne met pas un titre qui vous interpelle, vous ne regardez pas la vidéo, je vous garantis. On pourrait vous montrer des tableaux de stats édifiants là-dessus. Mais c'est un autre débat, il est 8h56 et je vous propose qu'on passe au dernier article rapidement. Bad buzz pour Samsung, pas des batteries qui surchauffent ou qui flambent. Ce serait plutôt une flambée et une inflation de la place que prend Android 13 sur le dernier Galaxy S23. Effectivement, voilà ce qui devrait amener certains amoureux de la marque à réfléchir. Début février, Samsung lançait les nouveaux Galaxy S23 dont la version de base dispose d'une mémoire de 128 Go. Jusqu'à là, ça va. On pourrait dire que c'est bien assez quand on va avoir une utilisation normale au quotidien sans trop demander à son appareil. Ok. Mais l'interface maison One UI 5.1, fondée sur Android 13, occuperait 60 Go, donc 128 Go, occupés par 60 Go d'espace sur les nouveaux smartphones Samsung. Et à titre de comparaison, et c'est là où on tombe de sa chaise, c'est 4 fois plus que le même Android 13 sur les Pixel 7 et 7 Pro, chez qui Android 13 demande 15 Go d'espace. Mais c'est aussi, pour montrer l'étendue du problème, c'est le double de ce que pèse Windows 11 sur un ordinateur. Windows 11 sur un ordinateur, c'est 30 Go. Et là, One UI 5.1, c'est 60 Go. Donc il y a un problème quand même. Alors, où est le problème? Première réponse, bloatware, comme on dit. Comme Samsung développe certaines applications qui sont redondantes et obligatoires dans Android 13, c'est-à-dire Google impose quand même l'installation d'un certain nombre d'outils quand on utilise Android 13, et Samsung a développé des outils par-dessus ces outils. C'est un petit peu, pour donner une analogie, si vous avez une caisse à outils et que vous y mettez 2 marteaux, bah forcément la caisse elle est plus lourde. Et vous n'avez pas besoin de 2 marteaux, a priori. Sauf si vous êtes vraiment un menuisier très agile qui cloue des 2 mains. Mais c'est très rare. Le clouage des 2 mains, c'est un skill que peu maîtrisent. Parce que comment tu fais pour positionner tes clous?
Donc, ouais, là, il y a un problème. Mais moi, je pense qu'il y a quand même un problème d'optimisation. 60 gigas, ça me paraît gigantesque. Ils ont réussi à faire pire que Windows. C'est pas vrai. Alors attention, je suis pas en train de faire un brûlot anti-Galaxy S23. Je serais mauvaise langue parce que le S23 est assez épatant sur d'autres aspects. En photo, son zoom est vraiment très bon. Le 200 mégapixels est intéressant. C'est un smartphone puissant. La batterie a l'air assez impressionnante d'après ce que je lis. Nous, on est en train de le tester un petit peu. Il a des aspects très positifs. Mais ouais, sachez-le que si vous le prenez en version 128, vous allez le regretter parce que l'OS, pour l'instant, prend 60 gigas. Donc, c'est important, effectivement, d'en prendre compte dans vos achats. Et ça serait bien que Samsung fasse un petit travail d'optimisation. C'est pour ça qu'en précommande, ils offrent le stockage supérieur. Oui, c'est vrai que si tu fais la précommande, t'es surclassé en mémoire, mais on voit que ce surclassage, c'est peut-être pas du luxe, quoi. iOS, ça pèse 9,44 gigas, on nous dit, si la question a été posée. Donc ouais, un OS qui pèse 60 gigas et à côté t'as iOS c'est 10 gigas, Windows c'est 30 gigas, Windows 11, Android 13 pur sur les pixels c'est 15 gigas. Il y a un petit problème là quand même. Il y a un petit problème. 64 gigas comme la retraite, coïncidence sûrement. Très bon. Très bon, très bon. Faut comparer avec le S22. Non, on l'a plus le S22, mais ça serait un test. Mais probablement quelqu'un le fera, ce test. Donc voilà. En tout cas, à prendre en considération si vous êtes en phase d'achat d'un S23. Je vous propose, on va passer à la dernière phase de l'émission. Mais avant de passer à la dernière phase, vous savez ce qui nous manque ? Ce qui nous manque, c'est notre sponsor, bien évidemment, que je vais afficher et dont je vais vous parler. Parce que j'ai pas du tout ouvert ma fiche, mais je vais le faire incessamment sous peu. Bien évidemment, notre sponsor, on va en parler ce matin, c'est O2 Switch. O2 Switch, c'est juste l'un des meilleurs hébergements web sur le marché, avec une sécurité et une fiabilité remarquables. Et, important, Cocorico, c'est de l'hébergement français. Un peu comme du poulet de nos campagnes. Et bien là, c'est de l'hébergement France. Tous les data centers sont en France pour O2 Switch, comme son nom ne l'indique pas. O2 Switch offre un service de qualité pour tous ceux d'entre vous qui veulent créer ou héberger leur site web. O2 Switch propose un support client exceptionnel avec des conseillers prêts à répondre. Ouais, j'ai un petit problème de batterie sur mon iPad. Prêt à répondre aux questions et aux problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Vous aurez un total contrôle sur votre hébergement grâce à une interface technique performante et intuitive. O2 Switch, c'est une offre unique. C'est tout compris, c'est illimité, plus besoin de choisir entre les coûts, la puissance CPU, la mémoire et le nombre de sites, tout est clair et simple. Pas voilà des espèces d'abonnements où on comprend rien, il y a des tiroirs cachés dans tous les sens. Voilà, vous avez une offre unique, nom de domaine offert, espace disque illimité, base de données illimitée, transfert mensuel illimité, interface cPanel, technologie NVMe, service technique 24 heures sur 1 et actuellement à 7 € par mois. À savoir, parce que beaucoup nous posent la question, O2 Switch vous permet d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces 100% isolés. Alors n'attendez plus. O2 Switch, c'est pour vous. Utilisez notre code promo N15 le code promo, et bénéficiez d'une réduction de moins 15%. Donc, voyez le prix que vous voyez là,
Vous pouvez avoir moins 15% sur ce prix. Et là, j'ai filé la gerbe à tout le monde. Mais au moins, vous avez retenu. Vous bénéficiez d'une réduction de moins 15% pour la première année, hein, quand même. C'est valable pour toute nouvelle souscription à l'offre unique hors renouvellement. Hein. Vous ne pourrez pas en profiter si vous renouvelez chez O2 Switch. Mais sachez également que si jamais, par le plus grand des hasards, vous n'êtes pas satisfait d'O2 Switch, eh bien O2 Switch peut être remboursé, satisfait ou remboursé. Voilà. Voilà en tout cas pour O2 Switch. Nous on les remercie beaucoup de nous permettre de vous proposer cette émission gratuitement. Et je vous propose que nous passions à la tartine. Et avant de... Ah, pourquoi je n'ai plus mon iPad? Attendez. Hop, je suis pas... Ah, j'ai plus de caméra. Ok. Le Sony s'est mis en surchauffe. On passe sur la caméra 2. On va dire que c'est la caméra tartine. Ouais, on a vraiment des problèmes de surchauffe avec notre Sony, là, sur les lives. Vous voyez que je suis pas très content du matériel. Le tigre de Kellogg s'est mis au web, tout à fait. Voilà, la caméra de 9h passée, c'est tout à fait ça. On va parler, et je trouve ça hyper intéressant, parce que je sais pas si on aura tant de temps que ça de débattre un petit peu, parce qu'il faut que je termine dans 10 minutes. Donc, je vais vous faire la news, et vous pourrez y réfléchir toute la journée. Voilà, on va dire c'est ça. Une série générée par IA, bannie de Twitch après un sketch transphobe. Alors, attendez, j'essaye quand même de vous montrer. Hop, bon, vous n'aurez pas mon image tout de suite, mais bref. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une série qui s'appelait Nothing Forever qui était diffusée sur Twitch 24 heures sur 24. Et cette série, son principe, c'est qu'elle était écrite par une IA, même pas retouchée par des humains. Et en fait, elle se basait plus ou moins sur les personnages de Seinfeld, une vieille série des années 80, si je me trompe pas. Voilà, la série Seinfeld. Et vous voyez, elle apparaissait comme ça en 3D. 3D généré également par IA. Et en fait, le principe, c'est que l'IA inventait les blagues, inventait les dialogues, et ça donnait un épisode sans fin. Nothing Forever. En gros, vous pouviez vous allumer cette chaîne Twitch à n'importe quel moment de la journée, et vous tombiez sur un morceau de série perpétuelle. Jusqu'à là, pourquoi pas, expérience sociale et scientifique intéressante, j'ai envie de dire. Combien de temps on peut regarder une série générée par une IA? C'est toujours intéressant. Est-ce qu'elle était drôle? Certains disent qu'elle était plus drôle parce que l'IA parfois racontait n'importe quoi, plus que par la qualité des blagues de l'IA. On sait que les blagues, pour l'instant, en IA, c'est pas encore vraiment leur truc. Mais bon. Est-ce qu'une blague est uniquement une succession de statistiques de mots alignés les uns après les autres? L'histoire future de l'humanité nous le dira. Néanmoins, et c'est pas pour ça que je vous en parle, il y a eu un problème. Et cette série s'est fait ban de Twitch. Pourquoi? C'est quand l'IA a dérapé. Et en faisant un sketch, spécifiquement... Alors, vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube. Voyez un petit peu comment la série était générée. La 3D était générée par ordinateur. Très simple pour pas demander trop de puissance de calcul. Hein. C'est pour ça que les graphismes sont un peu dégueux. Et en fait, il y a eu un gros dérapage lors... En fait, il y a deux scènes dans ce sketch. Il y a une scène où
l'espèce de Jerry Seinfeld, qui a un autre nom d'ailleurs, Larry Feinberg, est sur une scène de stand-up comédie et il a balancé effectivement une blague vraiment pas drôle, clairement anti-personne transgenre. Alors, la vidéo YouTube n'a pas le droit de vous dire ce qu'il a dit. Moi, je vais essayer de le dire en prenant des pincettes pour pas me faire ban de Twitch non plus. Mais l'auteur principal, Larry Feinberg, affirmait dans ce sketch que les personnes transgenres ruineraient le tissu social et seraient victimes, et vraiment, c'est dégueulasse ce qu'il dit, d'une maladie mentale. Et d'ajouter en plus la phrase, et je cite, « Tous les libéraux sont secrètement gays ». Donc voilà, ban direct. Peut-être que nous aussi, on va se faire ban. Mais le droit de l'information prévaut. Je pense qu'il est important de vous dire ce qu'a dit exactement cette IA. Et pourquoi elle s'est fait ban. Attention quand même, là, dans le chat. Nous aussi, on est modérés. Voilà. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ce qui se passe avec les IA quand on les laisse un peu trop libres. Alors, les développeurs de cette chaîne Twitch expliquent qu'ils avaient changé le modèle de génération de dialogue récemment et qu'ils étaient passés sur du modèle DaVinci, Text DaVinci 003, à une version moins chère et plus lente, baptisée Curie, Text Curie 001. N'ayant pas utilisé les fonctionnalités logicielles pour modérer les contenus, ce modèle expliquerait le dérapage. Nous avons examiné le problème plus en détail et découvert que nous n'utilisions pas correctement les outils de modération du contenu d'OpenAI. Assure le co-créateur de la parodie qui indique que le bannissement sera limité à 15 jours. Donc en gros, ils n'avaient pas activé les garde-fous. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, tous ces trucs de génération de dialogue AI, c'est très bien, mais il faut des garde-fous. On l'avait vu il y a 2-3 ans, quand Microsoft avait lâché dans la nature une IA, en 2 jours, elle était devenue nazie. Alors, juste pour expliquer le phénomène. On parlait tout à l'heure, quand on parlait de l'intelligence artificielle, la caméra est revenue, mais je ne sais pas pour combien de temps. Quand on parlait de l'intelligence artificielle, je vous disais, on peut comparer, dans une certaine mesure, on peut comparer l'apprentissage d'une intelligence artificielle à l'apprentissage d'un enfant en très bas âge. Un enfant en très bas âge va, pour apprendre le langage et structurer sa pensée, s'inspirer de ce qu'il entend. Comment les gens parlent autour de lui. Donc quelqu'un dit ça doit vouloir dire quelque chose. Je vois que quand quelqu'un dit on lui donne un sandwich. Donc ça doit vouloir être un truc en rapport avec l'acquisition d'une spécialité boulangère. Vous voyez que je regarde TikTok. Certains ont peut-être la ref. Donc, si une IA, imaginons que l'IA est un enfant et tu la plonges dans le web, sans garde-fou, sans filtre, sans rien. Tu dis, vas-y, écoute ce que les gens disent dans le web et répète après eux. Qu'est-ce qui se partage le plus sur le web? Qu'est-ce qui se propage le plus vite? Qu'est-ce qui déclenche le plus de commentaires? La haine, le rejet. Et ouais, désolé, hein, c'est ça l'humanité. Hein, on vous avait peut-être pas dit, mais ce qui fait le plus de clics, ce qui est le plus appétant pour l'ensemble de l'humanité, c'est ce qui est clivant, c'est ce qui est discriminant, c'est ce qui est des engueulades, c'est ce qui est du conflit. Ça nous excite. On est un animal débile. On va même pas partir sur ce débat-là, mais on le sait. La vérité et la nuance, c'est des cornflakes avec du lait chaud. C'est fade, c'est mou, ça n'intéresse personne. Le conflit, tout ce qui est croustillant, les ragots, les engueulades, c'est des bons cornflakes. Hein, on a envie d'en manger tout le temps. Et on ne veut que ça. Donc, si tu mets un enfant au beau milieu du web,
en disant vas-y, écoute ce que les gens disent, tu n'auras que du conflit. On voit bien le problème sur Twitter et les problèmes de modération. C'est rarement le discours intelligent, nuancé, qui dit la vérité, qui triomphe. Même jamais. C'est les discours clivants qui triomphent. Ouais, la haine est beaucoup plus attirante, en tout cas dans le dialogue. Et on peut le comprendre. Regardez ce qui nous attire. Moi, souvent, je prends l'image du match de tennis, parce qu'au moins, c'est pas guerrier. Ok, le match de tennis. Si le tennis consistait à un échange entre deux personnes, tenez, je vous envoie la balle, mais pas trop fort, hein, pour que vous puissiez bien la rattraper. Personne ne regarderait un match de tennis. On aime quand il y a de l'affrontement. Ça fait partie de notre instinct de survie aussi. Je pense. Là, on peut partir très très loin en philo. Pourquoi on est autant attiré par le conflit ? Baston. Alors, on pourrait même additionner à ça à la culture patriarcale. Le conflit, c'est quand même l'attirance au conflit et quand même et aux guerriers, à la baston, les hommes qui se regroupent dès que deux garçons se tapent. Alors oui, commencez pas à me dire je sais, les filles se tapent aussi. Oui, les filles aiment aussi le conflit et d'autres types de conflits. Mais quand même, notre attirance à la guerre, notre attirance à regarder la guerre. On pourrait parler longtemps, hein, l'esthétique des films de guerre. On pourrait parler de notre attirance au conflit, à deux personnes qui se fightent. Notre goût du sang vient aussi d'une culture patriarcale. Et 9h15. C'est super intéressant. On part très loin dans ce genre de discussion, mais j'adore. Parce que justement, l'IA, les dangers de l'IA, nous mettent en face de notre propre humanité. Et en ça, c'est passionnant. On va voir débarquer le plombier en live. Eh, monsieur, là, on prend la chaise, là, sur laquelle vous êtes assis, là, il va falloir qu'on sèche les murs, là. Non, démontez pas ma caméra, ne prenez pas mon micro. Ah ah, ça va être terrible. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Mais on en reparlera de tout ça. Je trouve ça passionnant, mais voilà. L'info à retenir, c'est qu'effectivement, une IA a dérapé. Dès qu'on laisse trop de liberté à une IA, elle dérape et généralement, elle dérape dans le caca. À la caméra, vous pouvez la prendre, elle chauffe. Elle chauffe déjà. Elle a déjà séché le mur, la caméra. C'est bon. Oui, alors désolé, je fais c'est Oleg qui a commencé, mais alors l'imitation du plombier, voilà, caricaturale, je n'ai que du respect, parce que plus d'une fois, un plombier m'a sauvé la vie, quand même. J'ai mon infiltré pour que Jérôme coupe le live à l'heure. Ouais, il y a Léo qui est à côté, il va venir me taper. Bon, il faut qu'on arrête là. Désolé, j'aurais aimé avoir un débat plus interactif avec vous. Vous avez probablement plein de choses intéressantes à dire sur le sujet, mais c'est les aléas du direct, de mon inondation. Il faut que les murs sèchent et on va laisser travailler les ouvriers. C'est Oleg, ouais, tout à fait. Faut pas pousser non plus. Si, Oleg, c'est de ta faute. Ça m'arrange. Je vous souhaite une excellente journée. Alors, qui on va raider? Est-ce que Flonflon a démarré? Bon, on sait que Pépipin, on va pas pouvoir la raider aujourd'hui. Comment on va faire? Qui on va raider aujourd'hui? Et si on raidait, par exemple, Anaï, qui est en train de jouer justement à Hogwarts Legacy. Hein, vous voulez voir un petit peu Hogwarts Legacy? Eh ben, je vous envoie chez Anaé. Nous, on vous retrouve demain si tout va bien, si on n'a pas de gros problèmes techniques pour redémarrer le live. Il y a un petit suspense là sur jeudi, vendredi. Il y a une petite probabilité qu'il n'y ait pas de live parce qu'on ne saura pas où le faire. Voilà, je vous laisse avec ce suspense. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Soyez sages. Ciao tout le monde. Fin du mug.